Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Hello! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais te parler de ce que j'ai prévu de faire après mon DEC. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, je suis en 3e année depuis le 1er mars 2024. Et donc, si tout se passe bien, et j'espère que ce sera le cas, je validerai le DEC en mai 2025. Enfin, les résultats seront en juillet, mais je passerai les examens en mai 2025. Donc là, actuellement, vu que je suis en 3e année et que j'ai mon sujet depuis un petit moment, je suis en train de travailler sur la notice que j'aimerais déposer en mai-juin par là, alors que la deadline est normalement maximum en novembre, mais c'est vraiment pour prendre de l'avance et après avoir le temps de rédiger, et parce que j'ai pas envie de m'enfermer pendant 2-3 mois et de faire que ça, mais c'est très très personnel. Et donc au 2e semestre 2024, normalement j'essaye de boucler mon mémoire et comme ça me laisse pas mal de temps après pour les relectures de fond et de forme en janvier-février pour déposer le 28 février 2025. Donc pourquoi je voulais te parler de ce sujet de après-DEC, déjà c'est parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un épisode dédié, et aussi surtout que ça a beaucoup changé pendant mon stage. Donc je pense que c'est aussi un peu l'objet du stage. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avant, on va dire quand j'étais en première année, même en 2e, je me disais bah oui, justement le stage c'est fait pour réfléchir à tout ça, à ce qu'on fait après. Je suis pas en total désaccord avec ça, mais il y a quelques semaines, en fait, je me disais bah oui, une fois qu'on a le DEC, c'est ça qui est bien, c'est qu'après on peut réfléchir à ce qu'on va faire. Donc ça a un peu évolué, et je pense que c'est justement parce que comme je change, alors pas non plus ultra souvent d'avis, mais on va dire que je change facilement, ça peut être pris comme négatif, mais c'est plus que comme je me remets beaucoup en question, bah forcément on va dire que mes aspirations, mes réflexions évoluent aussi. Donc en fait, quand j'étais en première année, j'avais déjà une certitude, c'est-à-dire que je voulais me mettre à mon compte. Je savais pas quand, comment vraiment, mais je savais que je voudrais pas être salariée toute ma vie. Ça, c'était assez clair. Et au bout de 6 mois de stage, je vais dire, je me suis dit ouais, c'est mort. Enfin, je veux plus faire de compta au sens classique, genre tenue, révision et tout, parce que franchement, c'est pas un truc qui me bottait et c'est toujours pas un truc qui me botte. Et c'est aussi à ce moment où j'ai quitté mon 2e cabinet et où j'ai lancé le podcast. Et justement, je pense que le podcast était un bon moyen. Alors, à la fois, ça répondait à un besoin, votre besoin, à ton besoin, si t'écoutes ce podcast, de montrer un peu tout ce qu'il était possible de faire. Et je pense que ça correspondait aussi un peu, moi, à répondre à ce que j'allais faire en interviewant différentes personnes dont je trouvais les parcours inspirants, même si tous... Je me reconnaissais pas forcément dans tous, et je me disais pas je veux faire comme cette personne, mais je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre un peu le cheminement et ce qui a mené ces personnes à faire des choix. Et donc je pense que ça correspondait aussi un peu, ça répondait à mes questions du moment, et de savoir qu'est-ce que j'allais faire après, même si j'avais du coup 2 certitudes qui, elles, pour le coup, n'ont pas changé en 3 ans de stage, c'est-à-dire le fait de se mettre à son compte et de plus faire de compta. Par contre, le truc qui a changé, c'est qu'on va dire que pendant la première partie de mon stage, donc c'est-à-dire à peu près 1 an et demi, j'étais plus en mode je vais pas créer de cabinet et tout parce que j'ai pas envie de faire de compta, donc en fait ça sert à rien de faire un cabinet. Et donc ça a évolué, et c'est plutôt
au deuxième semestre de ma deuxième année où honnêtement je me rappelle plus exactement quelle mouche m'a piqué, mais je me suis dit en fait si je vais créer un cab, et parce que c'est cool et parce que je pense que du coup justement ça répond à ce besoin de se mettre à son compte, mais je vais le faire seule. Donc faut savoir que je suis un peu passée par tous les stades, vous verrez, pour l'après-deck. Et donc je voulais le faire seule parce que je pense que vu que j'ai été habituée, même on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais vu que je suis unique et tout, et que j'ai l'habitude dans mes projets perso, que ça soit le blog, le podcast, le livre, mon LinkedIn et tout, à faire tout toute seule, je me disais en fait c'est vrai que c'est plus simple d'être tout seul, parce que moi comme ça t'as juste à être d'accord avec toi-même. Et je pense que ça répondait aussi au fait que dans les différentes entreprises que j'ai faites, il y en a aucune où je me suis dit je voudrais répliquer ce modèle-là, etc. Mais c'est aussi parce que moi j'ai une vision assez particulière de l'entreprise, et donc je me suis dit en fait le plus simple c'est de faire un cabinet solo. Et donc vous me direz mais en fait tu voulais plus faire de compta, donc comment tu fais quand t'es seul associé? Donc évidemment en fait je pense que une des qualités d'un bon chef d'entreprise, c'est aussi de savoir identifier ses forces et ses faiblesses, et de passer du temps et de l'énergie sur ce dont quoi on est bon, pour apporter le maximum de valeur. Et par contre, tous nos points faibles, soit on décide de les travailler, soit on les délègue, que ça soit en interne ou en externe. Et comme j'ai conscience que cette partie compta, c'est pas forcément, quand je dis compta, c'est technique compta, fiscale et tout, c'est pas forcément le truc dans lequel je suis la meilleure, et c'est pas le truc qui me botte. Clairement, ça vaut mieux le déléguer. Et donc, comme vous le savez peut-être, mais on ne peut pas sous-traiter à des non-membres, etc. Donc, c'était pas le but non plus. C'était plus de prendre un directeur de mission, du coup, donc qui serait salarié et donc qui ne serait pas associé. Mais même en le disant, tu vois, je me dis, c'est pas que c'est bête de penser ça. Je pense que c'est une bonne idée. Mais en fait, quand t'es directeur de mission et que potentiellement t'as le deck, tu vas pas vouloir rester salarié et avoir une personne qui est au-dessus de toi, qui est associée, qui détient toutes les parts, et que toi tu sois juste salarié. Donc en fait, je pense que ça matchait pas trop. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me disais aussi que j'allais me spécialiser plutôt dans les freelances, parce que c'est un marché qui est, freelance / solopreneur, c'est un peu le nom à la mode maintenant, parce que c'est un marché qui est très en vogue actuellement. Après, peut-être que ça va un peu ralentir avec le contexte économique, entre autres. Mais j'étais partie sur le fait de me spécialiser sur un type de clientèle pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée, et moi me positionner plus en coach business de l'entrepreneur, et pas en producteur, on va dire, de compte. Donc c'était un peu ma vision, et jusqu'à, pour être honnête avec vous, il y a à peu près 2 mois, je crois, où en fait je me suis dit, et notamment avec mes apprentissages de 2023, parce qu'en fait j'avais un grand apprentissage, je t'invite à réécouter l'épisode si c'est pas encore fait. C'est le fait que on peut tout faire mais pas en même temps. Et donc ça rejoint le fait que en fait moi après le deck, donc évidemment il y a un après deck, mais il y a plein de choses que je vais continuer de faire et que je fais déjà, qui sont autres que, on va dire, un cabinet ou que sais-je. Et donc en fait à un moment tu peux pas vouloir faire autant de choses et créer un cabinet ex nihilo toute seule, sachant que la plupart des gens qui créent un cab ex nihilo seul, ils sont à 100% dessus, 100% du temps. Et donc moi c'est pas mon envie non plus. Et d'ailleurs je vais en profiter pour parler un peu du ex nihilo. Donc si tu connais pas, ça veut dire que tu crées de zéro, parce qu'en fait quand tu crées un cab, pas forcément, mais en fait tu peux reprendre un cabinet existant. Dans ce cas-là c'est pas ex nihilo. Mais en fait je trouve que dans le contexte dans lequel on est, où il y a tellement d'évolution de la société, des technologies et tout, franchement
c'est 1000 fois plus simple, et encore, je suis gentille, de créer de zéro plutôt que de reprendre un cabinet existant, parce que surtout dans mon cas où j'ai pas une vision ultra précise, mais on va dire qu'au niveau des directions, des valeurs et tout, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire et de ce que je veux mettre en place, sauf que quand tu pars non pas d'une page blanche, mais que tu reprends une clientèle existante, des collaborateurs existants, pour les faire adhérer au projet, si admettons tu veux spécialiser sur un type d'activité côté client, et que en fait c'est pas du tout, enfin peut-être pas du tout, je pense qu'il y aura forcément un peu des clients qui correspondent, mais t'en as forcément aussi qui correspondent pas, donc faut leur dire d'aller ailleurs, entre autres. Les collaborateurs, pareil, faut les faire adhérer au projet. Enfin, en fait, si tu veux changer de logiciel, si tu veux revoir les process et tout, honnêtement, c'est énormément de temps et d'énergie pour, en tout cas, je trouve, à titre personnel, pas forcément beaucoup de retour sur investissement, on va dire. Enfin, en fait, que je le vois vraiment comme ça, mais je pense que c'est propre à chacun, mais que c'est vraiment une belle galère, et ça retarde aussi un peu quelque part le développement. Donc moi, c'est clair que je suis pas trop pour les opérations externes. Enfin, quand je dis que je suis pas pour, c'est-à-dire que personnellement, je sais que c'est pas un truc je pense qui est fait pour moi. Je suis plus à développer, à faire de la croissance interne, mais c'est très propre à moi, et il y a des cabinets qui font de la croissance externe et qui le font très bien. Donc c'était le petit aparté sur Ex Nihilo, et donc je me dis donc il y a 2 mois, mais en fait oui, le cap tu vas le créer, mais en fait tu peux pas le faire seul, parce que tu peux pas tout faire en même temps. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, donc moi, dans un contexte d'association, quel est mon rôle en tant qu'associé, et donc aussi de quelles compétences j'ai besoin. Et donc pour ça nécessite de se demander, en fait, dans un cabinet / plutôt dans mon cas dans une entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences. Donc j'en suis venue à énumérer 6 compétences principales, donc qui sont la stratégie d'entreprise, les ressources humaines, le marketing, la communication, le digital, le commerce, et bien sûr la production, comptable, fiscale, etc. Et donc là-dedans, qu'est-ce que moi je prends comme rôle, en tout cas comme étant référente sur le sujet, au moins au début, et qu'est-ce que j'ai besoin comme compétences parmi mes associés. Donc sans grande surprise, quoique peut-être avec une petite surprise, mais donc moi, le rôle qui me botte le plus, ça serait de m'occuper de la stratégie et des RH. Et donc ça veut dire que je cherche quelqu'un, 1 ou 2 personnes, pour créer avec moi, et des personnes qui ont plutôt des compétences dans le digital, et ou dans le marketcom, et ou dans le commercial, et ou dans la prod comptable et fiscale. Et donc là où je dis que c'était quand même une surprise, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se diraient oui, avec tout ce que tu fais et tout, tu voudrais prendre la casquette marketing communication. Et en fait, justement, vu que c'est quelque chose que je connais déjà un peu, alors je suis pas non plus une experte, hein, mais j'ai cette appétence-là, mais pour autant, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de plus développer, ce qui veut pas dire que j'ai pas mon mot à dire et que je peux pas donner mon avis, mais m'occuper de cette partie-là au quotidien, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse plus que ça. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment qu'en fait, il y avait des personnes qui s'associaient, et qui, pour s'associer, cherchaient des personnes qui fonctionnaient un peu comme elles. Alors on s'entend, il faut quand même aussi être accord sur les valeurs, sur la culture d'entreprise et tout, et sur la vision qu'on a pour la boîte. Mais j'ai appris du coup qu'il y avait des personnes qui cherchaient un peu, on va dire, leur miroir, enfin des personnes qui fonctionnent vraiment
comme elle quasiment sur tout, enfin qui sont plutôt similaires. Et moi, c'est vrai que c'est pas du tout ma vision de l'association, parce qu'en fait, je me dis, quitte à s'associer, il faut choisir des personnes qui ont des compétences complémentaires pour que ensemble on s'apporte de la valeur mutuellement. Et je pense une forme d'admiration un peu, enfin en tout cas du respect du rôle de chacun, pour que on se marche pas dessus. Donc je pense que c'est super important, et j'avais même pas pris connaissance du fait qu'il y avait des gens qui cherchaient un peu quelqu'un qui soit similaire et non pas des profils complémentaires. Donc c'est intéressant, même si c'est pas le modèle que j'ai choisi. Et donc création a priori d'un cabinet d'expertise comptable à 2 ou 3 associés. Pour l'instant, ça part plutôt sur 3 associés, parce que on peut pas être référent non plus de 50 000 sujets, et que quand on est soi-disant bon dans 50 000 sujets, c'est qu'on est peut-être en réalité plutôt moyen, et il n'y a pas de mal à ça. Il faut aussi des généralistes. Donc ce cabinet, étant donné que théoriquement je suis diplômée en juillet 2025, ça serait plutôt pour 2026-2027. Alors tu me demanderas peut-être pourquoi attendre 1 an et demi, 2 ans. Tout simplement déjà pour prendre le temps un peu de se reposer, etc. Parce que c'est vrai que ces dernières années n'ont pas forcément été les plus reposantes, mais après c'est ce que j'aime aussi. Et deuxième raison, on n'est pas pressé, on a tout le temps qu'il faut, et surtout pour structurer, parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les boîtes dans lesquelles j'étais et même ailleurs, c'est-à-dire que souvent on fait et on structure après. Et je pense que ça peut être une bonne façon de faire, parce que au niveau en fonction du contexte, en fonction des ambitions, on n'a pas forcément le temps, surtout, à consacrer à structurer quand t'as déjà d'autres feux à éteindre. Mais moi, je vois plus vraiment le cabinet comme un projet sur le long terme, etc. Et potentiellement qui a une certaine ambition. J'ai pas de chiffre d'affaires ou de nombre de collaborateurs, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a peu de chances que ça reste un cabinet dans une ville précise avec 20 collaborateurs, par exemple. Donc en fait, ce que j'ai prévu de faire aussi pendant cette année-là, c'est déjà un peu aussi de voyager. On peut faire entre guillemets une année sabbatique, même si je ne réussirai certainement pas à le tenir, puisque je m'ennuierai, je pense. Donc c'est mon année sabbatique à moi. Ça veut dire que je continue tout ce que je fais actuellement en dehors du taf, sans le taf. Donc ça, pour moi, c'est ma définition d'année sabbatique. Et justement prendre le temps de structurer tout ça, et notamment réfléchir à la culture d'entreprise, au système de management, de rémunération, etc. parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et notamment en ce moment, c'est plutôt la culture d'entreprise. L'idée, ça serait d'avoir une culture d'entreprise qui soit assez forte et un peu clivante, donc c'est-à-dire qui ne conviendra pas à tout le monde. Et en même temps, c'est le but, parce que comme tu le sais, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une culture d'entreprise qui et qui nous ressemble. Donc prendre le temps vraiment de réfléchir à ça, de déconstruire peut-être des croyances qu'on a sur c'est quoi une entreprise, c'est quoi le rapport à la hiérarchie, c'est quoi le rapport à l'argent, c'est quoi, de vraiment creuser ensemble avec mes associés sur c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission de vie, c'est quoi tout ça, parce que je sais à quel point ça peut créer après des frictions, et donc que ça soit entre associés ou avec des collaborateurs potentiellement. Et donc je sais à quel point c'est précieux et à quel point il y a peu d'entreprises qui le font et qui sont plutôt en mode je structure après.
Et pour autant, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé et qui est très important à mettre en place dès le début, alors sans forcément que ça soit ultra formel, et bien sûr ça évolue aussi au fil du temps, ça peut être de plus en plus développé par exemple, mais au moins d'avoir les grandes lignes et que ça soit clair pour tout le monde, quel est le cadre on va dire, même si l'objectif serait plutôt d'avoir un cadre pour in fine ne plus avoir de cadre, donc c'est-à-dire que sans grande surprise, on s'orienterait plutôt vers un mode d'entreprise un peu ce qu'on appelle entreprise libérée. Donc je t'invite à chercher sur Google, notamment si tu ne connais pas ce concept qui est passionnant. Donc voilà un peu ce que j'ai prévu pour l'après-deck. N'hésite pas à me faire des retours plutôt sur LinkedIn, de savoir si ce genre d'épisode un peu solo te plaît et quel serait le prochain sujet que tu voudrais que j'aborde. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.